En tant que femme, pour ne rien vous avouer, pour ne rien vous cacher plutôt, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais autre chose. Je suis très contente de ce que j'ai reçu, je suis contente d'être femme. Je me dis que peut-être si j'étais homme, je serais contente de l'être, mais en l'occurrence, la question ne se pose pas. Je n'ai jamais éprouvé, disons, de jalousie, d'envie, etc. J'ai la chance de vivre dans une famille, au fond, où cette question ne se posait pas. Parce que chacun essayait d'être avec l'autre aussi convenable que possible. Mais là, de nouveau, c'est une question de respect de l'autre. Hein. Et pourquoi cette destruction du genre? Ça, c'est quelque chose de très troublant parce que ça aboutit à une vraie désécurisation de la personne. Donc, si c'est désécurisé, il y a des troubles. S'il y a des troubles, il y a du désordre. S'il y a du désordre, il faut un pouvoir fort. Et s'il faut un pouvoir fort, c'est quelqu'un qui va pouvoir l'exercer. Et je pense qu'inconsciemment, ça fait partie d'une recherche de pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que cette question, elle a toujours été là, c'est quelque chose de latent, le questionnement sur l'identité, mais que comme maintenant c'est plus accepté d'en discuter, etc., ça apparaît plus au grand jour? Alors écoutez, si vous faites notamment allusion peut-être à la question de l'homosexualité, ça on est sûr que ça a toujours existé. Hein. Et que malheureusement, et c'est totalement inadmissible, les souffrances imposées à des personnes qui sont homosexuelles et vraiment le mépris, etc., c'est quelque chose d'affreux, comme on a d'ailleurs méprisé les femmes qui avaient été, enfin les filles mères, etc. Donc là, il y a quelque chose de positif dans notre société, dans la mesure où elle va reconnaître la pleine qualité de personne, indépendamment de tendances de tout genre. En revanche, quand il s'agit de ce transgenre, etc., ou de cette, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de cette recherche de genre ou contestation de genre, c'est vrai que ça a existé. D'ailleurs, j'ai connu une personne transsexuelle et qui était une personne magnifique, superbe, fantastique. J'ai beaucoup admiré cette personne. Donc ça existe, elle est décédée maintenant depuis quelques années, et elle est décédée à un âge qui était analogue au mien maintenant. Mais pourquoi faudrait-il provoquer cette insécurité chez les gens? C'est ça qui est très troublant. Entre amener à respecter la personne, mais là, encore une fois, hein, c'est un principe tout à fait chrétien, notamment, de respecter la personne. Et je suis très frappée, petite parenthèse, par le fait que quand on voit tout ce qui se dit à l'école, qu'on lit ce qui s'écrit, etc., on n'incite pas du tout les gens à respecter les personnes. On doit respecter si cette personne est homo, si cette personne, etc. Excusez-moi, le principe fondamental, c'est le respect de la personne, de l'autre. Et après, on va voir comment fait la société. Mais ce que je trouve affreux, vraiment affreux, c'est cette recherche de créer le malaise, déjà maintenant chez les jeunes et à l'école, etc. Là, il y a quelque chose de profondément destructeur, de profondément malsain, et c'est très, très, très inquiétant. C'est très inquiétant, et ceci pour éventuellement soustraire les enfants aux parents. Hein. Vous savez de quelle façon, on a lu beaucoup de choses d'ailleurs, j'ai aussi souvent reçu des personnes qui souffraient de la façon dont l'école avait traité leur propre attitude à l'égard d'un enfant ou d'un autre, qui tout à coup disait « mais enfin, je sais pas, tu sais, maman, il faut m'appeler tel et tel », puis les parents se disent quand même bon, on ne prend pas toujours ces enfants avec beaucoup de psychologie. Hein. Je crois qu'il y a eu, depuis les femmes des cavernes, beaucoup d'erreurs d'éducation, et puis on est toujours là quand même. Mais là, c'est une véritable volonté destructrice que je ressens, et c'est très, très, très inquiétant. Donc, dans la volonté d'imposer ces mouvements-là, cette idéologie-là, oui, de provoquer chez les gens ce malaise-là. Et puis, on sait bien que, notamment, les enfants, mais c'est vrai qu'on a... Enfin, je crois, j'ai aussi bien joué au chevalier qu'à la princesse quand j'avais 12 ans ou 10 ans ou que sais-je, sans me poser d'autres questions. Et puis, je ne suis pas la seule. Hein, j'entends malheureusement, là, c'est en général soi-même qu'on connaît le moins mal, sinon le mieux. Mais ça me trouble énormément, de même que le wokisme, qui est au fond cette lâcheté face au passé. C'est une vraie lâcheté, le wokisme. Parce que si on a du courage, on regarde la vérité en face, on l'assume et on instruit.
Et quand on est lâche, on estime qu'on ne doit pas se préoccuper du reste. Je ressens ça comme une véritable lâcheté intellectuelle et morale. Donc vous parlez du passé colonial du wokisme. ou du Oui, passé... tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut oser voir, il faut aussi oser replacer dans une époque, ce qui n'est pas pour défendre l'esclavage, etc. Mais on ne peut pas décider forcément de qualifier les gens en fonction de son propre milieu à soi, et décider que dans son propre milieu à soi, ils sont ça, par conséquent on les condamne. Il y a quelque chose de très injuste, d'ailleurs de très prétentieux aussi. Et là encore, on rejoint la société très narcissique qui est favorisée par la numérisation. Le mal que fait le narcissisme développé par la numérisation, c'est impensable, mais je crois qu'on ne se rend pas compte. Vous voyez des gens, on a réussi à les obliger à se promener avec leur téléphone à la main dans la rue. Mais excusez-moi, mais c'est de l'esclavage pur et simple. C'est le chien qui ne peut pas lâcher, lui, il ne peut pas se libérer de la laisse. Et le maître lui impose la laisse. C'est exact, je vous impose de tenir votre téléphone à la main parce qu'à tout moment, vous devez pouvoir... Vous arrivez à la gare, on vous dit les changements vérifiés en lien. En lien, si vous avez votre téléphone éteint dans votre sac, que vous avez 2 bagages, vous n'avez pas votre téléphone à la main. Vous êtes le petit chien. Vous êtes le petit chien à qui on impose la laisse. Et c'est en plus, moi. Et ça, vous constatez une évolution vers plus de narcissisme depuis l'apparition des technologies? Je vois, me semble-t-il, une augmentation. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui rend, au fond, aussi certaines personnes malheureuses, parce que, il y a ce problème de surcroît du malaise de certains jeunes, parce qu'ils ont tellement l'habitude de devoir être vus X fois, on met des images. J'utilise pas du tout Twitter et tous ces machins dont j'oublie les noms. Mais mon Dieu, on m'a vu 30 fois, on m'a vu 40 fois, etc. Moi, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et on croit qu'on a 1000 millions d'amis, n'est-ce pas? Et en fait, on n'a peut-être même pas son voisin comme ami. C'est très troublant, très, très troublant. Mais le wokisme est quelque chose de... Et c'est aussi quelque chose de bizarre, parce que je ne sais pas si c'est lié au wokisme aussi, mais on demande maintenant la réintégration des personnes. Alors, il voulait réintégrer le major Davel. Mais c'est enlever son honneur à une personne. La personne qui ose violer la loi parce qu'elle a un idéal qu'elle défend, alors je ne dis pas que c'est bien de violer la loi, mais je dis que celui qui ose violer la loi et en assumer les conséquences mérite le respect. Mais si après vous le réintégrez, vous lui enlevez son honneur. Je trouve ça horrible qu'on n'y pense pas. Alors qu'après, vous pouvez au contraire montrer à quel point il était grand, parce qu'il a osé aller jusqu'au bout. Mais cette espèce de... Je ne sais pas si c'est cette moralisation. Tout le monde est là bon, tout le monde est là gentil. Certains veulent réécrire des livres aussi. Excusez-moi? Certains veulent réécrire des livres. Oui, alors ça. Alors qu'ils écrivent un autre livre en plus, mais qu'ils ne détruisent pas les livres qu'ils sont en train de réécrire, qu'on puisse de temps en temps comparer le bien et le mal. Non, j'entends, c'est très troublant, très troublant. Mais c'est passionnant à part ça. On vit quand même une époque passionnante, il faut bien le dire. Mais de temps en temps, ça fait monter la pression. Est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement justement du wokisme, il vient dans la tête des gens, c'est la défense des minorités, c'est l'envie de se préoccuper de son prochain et de se préoccuper des minorités. Et est-ce que c'est pas un moment nécessaire, un passage nécessaire pour retrouver de l'égalité et de l'acceptation des gens? Est-ce que c'est pas une extrême nécessaire? Alors, je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour assurer l'égalité de tuer ce qui a été avant soi. Or, le wokisme tue. Je pense que pour assurer l'égalité, il faut oser reconnaître ce qui était avant soi et dire, au fond, ça n'est pas la bonne méthode. Mais non pas, on va tuer ces personnes et on les maudit et on les déteste et on biffe ce qui a été écrit, etc. Si c'était, disons, il faut être courageux pour oser défendre des minorités, mais défendre la minorité n'implique pas détruire ce qui était avant, et peut-être une majorité avant.
Je crois que là, je comprends votre question, hein, et on tombe malheureusement dans cette approche de la défense des minorités, qui est parfaitement légitime, défendre des minorités, on tombe dans la dictature des minorités. Et ça, c'est troublant, parce maintenant, on est à une période où on n'ose pas dire un certain nombre de choses. Donc, il faut vraiment se retenir, parce que si on dit quelque chose, on risque tout de suite de porter atteinte à la dignité de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Alors que l'on cherche à faire respecter les minorités au nom du respect de la personne, mais précisément, les personnes sont égales dans le droit au respect. Mais ça n'est pas une raison pour tuer ceux qui n'avaient pas peut-être formulé les choses de cette manière. Là, je suis très, très réticente quant à l'aspect, je dirais, constructif, notamment du wokisme, parce qu'on sait aussi que c'est dirigé contre ce qui existe à certains points de vue. Ça n'est pas tellement pour sauver ce qui pourrait exister que pour détruire une partie de ce qui existe encore et qui pourrait considérer que ce qui s'est passé avant, ma foi, ça s'est passé avant, puis c'est fait. Vous parlez de certaines valeurs traditionnelles ou conservatrices. Mais ça dépend de ce que vous appelez valeurs traditionnelles et conservatrices. Je ne pense pas que ça soit une valeur traditionnelle conservatrice que d'avoir pratiqué l'esclavage. Mais on sait aussi que malheureusement ça existait, que certaines personnes ont essayé de libérer leurs esclaves, en montrant, si vous voulez, des aspects très positifs, pas forcément en détruisant ceux qui avaient des esclaves. Je ne défends pas l'esclavage, hein. J'espère que vous comprenez bien la recherche de répondre mal, probablement, à votre question. Dites-moi, justement, je n'y ai pas répondu, mais ce que vous souhaiteriez que j'aborde comme angle pour y répondre. Non, mais je pense que vous avez tout à fait répondu à la question. Et effectivement, c'est un débat qui certainement n'a pas fini d'animer. Mais c'est un débat de haine, hein. Or, au fond, si vous voulez sauver des minorités, ce n'est pas forcément en développant la haine que vous y arriverez. Ça, c'est le côté très troublant. Alors, normalement, la religion devrait développer, au contraire, l'amour, hein. Bon, on est bien d'accord, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, non, parce qu'il se trouve que l'être humain est faillible et pas parfait. Il n'existe pas un être humain parfait. Mais au fond, quand on pousse plutôt à la haine comme mouvement général, je doute qu'on construise l'avenir. Ces mouvements sont très forts dans les universités. Vous qui avez été professeur d'université, comment vous voyez finalement l'évolution du milieu universitaire, de la recherche un peu académique? Alors écoutez, je ne la vois pas parce que je ne vais plus à l'université, si vous voulez. Je ne suis pas maintenant en détail. Ceux de mes collègues les plus habituels, si j'ose dire, prennent leur retraite ou l'ont déjà prise. Donc j'espère qu'on continue d'avoir l'état d'esprit que j'ai eu le bonheur de connaître. Et puis je suis convaincue qu'il y a cet état d'esprit. Mais ce qui me trouble, c'est que l'université, malgré tout, d'après ce que je lis, encore une fois, je ne le vis pas de l'intérieur, je tiens à le préciser, on a l'impression qu'elle tombe dans les modes aussi. Mais je dois aussi reconnaître, supposons que vous soyez recteur, et puis que vous vouliez organiser une manifestation, ou une conférence, etc., et qu'un groupe dit « on mettra le désordre si vous l'organisez ». Mais comment faites-vous ? Parce que vous êtes responsable de ce qui va se passer sur le site. Si tout à coup le désordre devient des attaques, du sang, etc., est-ce que vous vous dites « j'ai meilleur temps d'interdire tout à fait la manifestation » C'est très difficile, hein. Et ça, c'est tout à fait le chantage auquel se livrent précisément ces groupes plus ou moins minoritaires et théoriquement défenseurs du bien. Ils se livrent à un véritable chantage. Et quand on vient nous dire « ah, mais ça n'est pas de la violence », mais la violence, elle se manifeste de deux façons. Soit parce qu'on l'exerce soi-même, soit parce qu'on va pousser l'autre à l'exercer pour réagir. Et dans les deux cas, on est fauteur de violence. Ce n'est pas du tout des cas non-violents. Oh, ils ont seulement dit non, ce n'est pas des non-violents, ils voulaient provoquer la violence de l'autre pour pouvoir précisément l'accuser. Et c'est très subtil. Mais ce sont des méthodes totalitaires qu'on nous a bien présentées à l'époque
précisément où j'étais encore à l'université et où j'avais la formation politique, hein, puisqu'on a eu même un petit groupe d'étudiants dont je vous parlais au début, une formation à la dialectique communiste. Ah, Ça fait partie de ça d'ailleurs, tout à fait. C'est-à-dire des méthodes d'action communiste. Mais oui, exactement. Et comment, au fond, provoquer gentiment, mais la violence de l'autre. Parce qu'il est menacé, donc c'est lui qui va être violent le premier pour éviter votre violence que vous n'avez pas à manifester. On dit, mais c'est des non-violents. Oh, merci, maman. C'est très, très, très subtil.